Voilà, ce moment un peu, j'ai envie de le dire, phare. Joli. De cette montée au phare, c'est la troisième édition. Donc, Olivier, tu étais déjà là l'année dernière. Voilà, un moment de lecture d'un extrait, effectivement, là, d'un livre de Virginia Woolf, donc To the Lighthouse. Voilà, donc Olivier Galfione, comédien, et puis Mathilde Ancis aussi, donc vont nous lire un extrait, et puis Hugues Pagan, donc, qui est là au festival, va nous présenter l'ouvrage. Ça va aller très vite. Là. Oui. Ça va aller très très vite, parce que voilà. je ne vais pas vous souder pendant des heures et des heures, c'est pas le motif. D'abord, je trouve formidable qu'on soit là. Merci à Roger. Merci à tous. Nous sommes des gens qui montons. Nous ne sommes pas des gens en marche, mais nous sommes des gens qui montons. J'ai entendu dire, mais peut-être va-t-on me démentir, que la prochaine édition n'aura pas lieu à Pamar, mais aurait lieu dans le nord de la France. Et il serait envisagé que la prochaine fois la lecture ait lieu par la cote moins 350 d'une mine désaffectée. Voilà, ça je vous le dis tout à fait confidentiellement. Alors comment se fait-il? Le 1er avril. 1er avril, il faut à nos âges que ce soit tout le temps, sinon ce n'est jamais. Comment se fait-il? Oui, non mais de temps à autre avec l'alcool, ça. Comment se fait-il que nous soyons réunis là? Merci à Roger, ça s'est passé de la manière suivante. Il y a très longtemps, il y a 1 an, 2 ans, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Profil perdu, publicité non payée. Pourquoi j'en parle? Parce que dans Profil perdu, il y a un flic qui s'appelle Schneider et qui est un type assez caractériel, qui a un adjoint à ce qu'on appelle dans le terme de métier un esclave. Quand on a un grade en police, on a un esclave pour vous conduire. Et donc il dit à son esclave, il dit à Charles, il dit écoutez, to the lighthouse, ils vont, c'est un peu un rituel, ils vont au phare. Alors le phare en question n'est pas le phare d'Eckmühl, loin s'en faut, c'est un phare à Dijon. Dijon, il n'y a pas de mer à Dijon, il y a une espèce de lacouille, de lac qui a été construit, il y avait des décharges publiques pendant un certain temps, ou privées, et puis on a décidé, à l'époque, je crois que c'était Kir, oui, il me semble que c'était Kir ou le suivant, qui ont décidé de faire un lac sur une ancienne décharge publique, ce qui est une bonne idée, quoi. Parce que ça nettoie un peu, de temps à autre, il y a des remontées de méthane. Et il y avait là un phare qui doit faire, en fer blanc, qui devait faire 11 mètres de haut, et où les gens allaient. Et donc l'inspecteur principal, Schneider, va to the lighthouse. C'est une scène qui est au début du livre, et c'est une scène qui est à la fin du livre. Parce que c'est une scène qui ouvre sur quelque chose, je ne conseille pas de lire, c'est rassurant, et puis qui ferme sur quelque chose. Donc mon excellent ami Roger me dit, tu parles de To the Lighthouse, c'est bien Virginia Woolf. Et je dis oui, c'est Lighthouse de Virginia Woolf. Ah oui, j'y peux rien. Il dit, est-ce que tu voudrais venir à Pamar? Est-ce que tu veux venir pour qu'on fasse une lecture au sommet du phare? Oui, attends, Pamar, Eckmühl, phare, marin congénital, et même quand j'ai beaucoup trop bu, c'est absolument évident que j'allais accepter. Alors, qu'est-ce que c'est que To the Lighthouse? Je ne vous ferai pas un cours sur Virginia Woolf, il y a plein de bouquins sur elle. Je n'en dirai pas ce que je pense, moi, de Virginia Woolf, parce que je n'ai pas la stature d'un écrivain suffisant pour me permettre d'avoir une opinion sur ce que j'appellerais un monument littéraire. Woolf n'est pas un écrivain, c'est un monument littéraire, c'est autre chose. Donc, elle a écrit plusieurs livres, dont ce fameux Voyage au phare, que je considère comme une métaphore de l'existence humaine. C'est pas seulement on va aller faire un tour, là-bas il y a des cailloux, on y va, non. C'est qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui voit des gens partir pour le phare. Ces gens sont des proches qui arrivent sur le phare, et que font-ils sur le phare? Voilà, en gros, si vous voulez, To the Lighthouse. Alors, il y a plusieurs problèmes, peut-être que je ne peux pas être trop long non plus. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème de To the Lighthouse, c'est qu'on ne sait pas au juste pourquoi elle l'a fait. C'est un texte que je qualifierais de bizarre, enfin d'énigmatique, parce qu'elle-même ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Il y a des gens comme ça qui écrivent des choses qui ne savent pas trop pourquoi ils les écrivent. Ensuite, To the Lighthouse, c'est un bouquin que j'ai personnellement. Je préfère vous parler de la rencontre que j'ai faite avec le livre que de la rencontre que j'ai faite avec Virginia Woolf. J'avais une douzaine d'années, 12-13 ans, et je m'étais mis en tête d'acheter à l'époque tout le livre de poche. Alors le livre de poche, il y avait très peu d'exemplaires, il y avait 200 exemplaires de livre de poche, et j'avais décidé de commencer comme ça une fantaisie par la fin. Donc, j'arrive à W. Woolf, et j'ai acheté Mrs. Dalloway de Virginia Woolf,
Et puis je l'ai lu comme ça, mais sans faire attention, quoi. Et puis 3 jours après, j'étais encore en train de le lire. Puis 1 mois après, je suis encore en train de le lire. Donc petit à petit, je me suis approché, peu à peu, je me suis approché de ce monument, et je suis entré dans le monument que constitue Virginia Woolf. Et je suis entré dans ce monument que constitue... Alors c'est très court, hein, le Lighthouse, c'est cette taille-là, hein, ça se lit très bien. Il y a une traduction récente qui est de bonne qualité, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Et puis vous avez aussi un problème de Lighthouse, c'est le titre. Ça, personne ne s'en est jamais rendu compte. Vous entendrez que je ne dis pas la promenade au phare, je dis To the Lighthouse. Pourquoi? Parce que l'un des problèmes que pose Madame Woolf, c'est qu'il est extrêmement difficile de traduire, non pas le texte mot à mot, mais l'intention. Et To the Lighthouse, ça n'est pas la promenade au phare. Ça n'est pas vers le phare. C'est tout, c'est là-bas. Tout se passe depuis, c'est très cinématographique en fait, tout se passe depuis quelqu'un qui observe des gens qui vont traverser la mer sur un voilier, un tout petit voilier, qui vont arriver sur cette... Tout se passe dans le téléobjectif de la narratrice. Et ça, c'est très, très, très étonnant, c'est très difficile. Ceci étant dit, ça n'est pas le premier titre intraduisible de Madame Woolf, puisqu'il y a un truc qui s'appelle Travel Out, voyage dehors, et alors, grosse difficulté, tout le monde l'a traduit un peu n'importe comment. Alors quand on me dit, tiens, j'ai vu un nouveau bouquin de Madame Woolf, de Virginia Woolf, parce qu'en général les gens n'appellent pas Madame, c'est Virginia Woolf. Salut Virginia, on a l'impression qu'ils ont pris le café ensemble la semaine dernière. Quoi. Et ils disent, mais il y a un nouveau truc là, vers le phare. Je dis, non, c'est toujours la même. Hein. C'est la promenade au phare, c'est vers le phare. Voilà. Alors, si jamais vous avez 10 minutes à perdre un jour, essayez de le lire. Je crois que ça n'est jamais 10 minutes perdues. Un peu plus de 10 minutes. Entre Oui. Ouais, si vous lisez 10 minutes, c'est... Et alors surtout, il y a une particularité pour moi chez Virginia Woolf. Il y a plusieurs écrivains comme ça. Il y a M. William Shakespeare, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vaguement. Donc, je ne m'étendrai pas sur William Shakespeare. Plus personne ne lit William Shakespeare. On le jouate, les comédiens qui... On ne lit plus. On ne lit plus Monsieur Céline, on ne lit plus, c'est interdit. Et vous avez des gens qui sont des mondes. Virginia Woolf est un monde. Et quand vous rentrez dedans, ça n'est pas comme un roman habituel où il y a un début, une fin. Non, c'est un monde. Alors vous promenez. Si vous voulez, il y a un écrivain qui est formidable pour se promener, c'est Emmanuel Kant. La critique de la raison pure, c'est un promeneur absolument formidable. Vous pouvez vous balader, vous prenez à telle page, vous avez telle page à telle page, vous tournez à tel endroit, tel paragraphe, c'est formidable. Eh bien ça fait partie de ces bouquins, de ces livres, de ces œuvres, qui sont au-delà des apparences, et je crois que l'un des problèmes, vous savez, vous ne savez pas que Madame Woolf est morte en se suicidant, mais elle ne s'est pas suicidée d'une manière bizarre et emphatique. Elle a mis des cailloux dans ses poches et elle a avancé dans l'eau. Elle s'est, au sens strict, noyée. En général, les gens ne se noient pas, ils se précipitent à l'eau. Elle s'est noyée, et on peut dire que d'une certaine façon, lorsque Madame Woolf se noie, elle ne fait que revenir à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est ce qu'il y a derrière les mots qui sont là. L'important chez Virginia Woolf, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais c'est ce qu'on entend qu'elle ne dit pas. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura donné envie de lire, sinon je n'en ai servi à rien. Et maintenant, action à vous, les enfants, de jouer ça. Merci. Non. Merci. Oui, bien sûr, s'il fait beau demain. Dit Mrs. Ramsay. Elle ajouta. Mais il vous faudra être debout au chant du coq. Son fils puisa dans ses paroles une joie extraordinaire, comme s'il était entendu que l'expédition se ferait à coup sûr, comme si au bout d'une nuit d'obscurité et une journée de navigation, se trouvait à portée cette merveille qu'il attendait avec impatience depuis des années et des années. Comme il appartenait, à l'âge de 6 ans déjà, à cette grande tribu où on est incapable d'endiguer le flot des sentiments et obstiné à laisser les perspectives d'avenir avec leur cortège de joie et de peine d'obscurcir la réalité palpable, la moindre oscillation de la roue des sensations peut cristalliser et pétrifier l'instant qu'elle enténèbre ou illumine. James Ramsay, assis par terre, découpant des images dans le catalogue illustré des Army and Navy Stores, encercla celle d'un réfrigérateur, tandis que sa mère parlait, d'une aura de divine félicité, d'un liseré de joie. Elle était la tristesse même. Dans l'obscurité,
à mi-course dans le puits conduisant de la lumière du jour jusqu'aux profondeurs, peut-être une larme se forma, amère et noire, tomba. Les eaux oscillèrent de côté et d'autre, la reçurent, s'apaisèrent. Elle était la tristesse même. Mais, disaient les gens, cela se réduisait-il à une façade? Qu'y avait-il derrière sa beauté et son éclat? S'était-il fait sauter la cervelle, demandait-il? Était-il mort quelques jours avant le mariage, cet autre amoureux, plus ancien dont on avait entendu parler? Ou n'y avait-il rien? Rien qu'une incomparable beauté à l'abri de laquelle elle vivait et qui n'était pas en son pouvoir d'altérer. En effet, pour facile qu'il lui eût été, dans un instant d'intimité où elle se trouvait confrontée à des histoires de grande passion, d'amour contrarié, d'ambition frustrée, de rapporter elle aussi ses expériences, ses sentiments, ses traverses dans ce domaine, elle n'exprimait jamais rien, jamais un mot. Elle savait donc, elle savait sans avoir appris. Sa simplicité décelait ce que dénaturent les esprits habiles. Sa probité d'esprit la laissait tomber, la faisait tomber à l'aplomb comme une pierre. Se posait pile comme un oiseau, lui donnait naturellement cette descente et ce piquet de l'âme sur la vérité qui enchantait, soulageait, soutenait, peut-être fallacieusement. La nature ne possède que peu de cette argile qu'elle a choisie pour vous façonner, avait dit un jour Mr. Banks, fort remué en entendant sa voix au téléphone, alors qu'elle ne faisait que lui donner un renseignement à propos d'un train. Il la voyait, au bout du fil, grecque, les yeux bleus, le nez droit. Comme cela paraissait incongru de téléphoner à une femme pareille. À croire que les grâces réunies s'étaient donné la main dans des champs d'asphodèles pour composer ce visage. Entendu, il attraperait le 10h30 à la gare de Euston. Elle attendait. Son mari parlait. Il récitait quelque chose et, au rythme et à l'accent d'émotion passionnée et de mélancolie que trahissait sa voix, elle sut que c'était de la poésie. Sort et monte l'allée du jardin, l'Oriana l'Orillet. La rose des 4 saisons est en fleurs et bruissante de la jaune abeille. On eût dit que ces mots, elle regardait la fenêtre, flottaient comme des fleurs là-bas sur une eau extérieure, coupée de tous, comme si personne ne les avait prononcées mais venues d'eux-mêmes à l'existence. Et toutes nos vies antérieures, et toutes les fleurs à venir, sont pleines d'arbres et de feuilles changeantes. Elle ne savait pas ce qu'ils signifiaient, mais, pareil à la musique, ces mots semblaient prononcés par sa propre voix, en dehors d'elle-même, exprimant avec une aisance et un naturel parfait ce qu'elle avait eu en tête toute la soirée tandis qu'elle énonçait toute autre chose. Elle savait, sans jeter un œil alentour, que chacun à table écoutait la voix qui disait « Je me demande s'il vous convient, l'Oriana l'Orillet. » avec un soulagement et un plaisir en tout point semblable au sien, comme si ce qu'on entendait là allait enfin de soi, et se trouvait exprimé par leur propre voix. Mais la voix s'arrêta. Elle jeta un œil alentour. Elle s'obligea à se lever. Augustus, car Michael, s'était dressé et tenant sa serviette, de façon à la faire ressembler à une longue robe blanche, debout, psalmodiait. D'aller voir chevaucher les rois sur la pelouse et la prairie aux marguerites avec leurs rameaux bénis et leurs faisceaux de cèdre. L'Oriana l'Orillet. Et au moment où elle passa devant lui, il se tourna légèrement vers elle en répétant les derniers mots « l'Oriana l'Orillet » et s'inclina vers elle comme s'il lui rendait hommage. Sans savoir pourquoi, elle eut l'impression qu'il l'aimait plus qu'il ne l'avait jamais fait. Et avec un sentiment de soulagement et de gratitude, elle lui rendit son salut et franchit la porte qu'il tenait ouverte pour la laisser passer. Mrs. Ramsay leva la tête. Est-elle une personne abandonnée à un sommeil léger? Semble dire que s'il tenait à la voir se réveiller, elle le voulait bien. Sinon, pouvait-elle continuer à dormir un petit peu, encore un tout petit peu plus longtemps? Elle grimpait, ça et là, posant les mains sur une fleur, puis sur une autre. Ni louer le profond vermillon de la rose, Lut-elle. Et tout en lisant, il lui semblait monter jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Quel bienfait, quel repos. Tout le résidu de la journée se colla à cet aimant. Son esprit se sentit balayé, bien propre. Soudain entier, façonné dans ses mains, beau et raisonnable, clair et complet,
Le sud de la vie lui apparut alors ici, contenu en arrondi, le sonnet. Elle se rendait compte que son mari la regardait. Il lui souriait d'un air moqueur, comme s'il la raillait gentiment de sommeiller en plein jour, mais en même temps il pensait. Continuez à lire. Vous n'avez pas l'air triste à présent, songea-t-il. Et il se demanda ce qu'elle lisait. Il exagérait son ignorance, sa naïveté. Il lui plaisait en effet de penser qu'elle n'était pas éclairée, pas savante du tout. Il se demanda si elle comprenait ce qu'elle lisait. Probablement pas, songea-t-il. Mais elle était prodigieusement belle, une beauté qui lui parut croître si la chose était imaginable. Mais on lui dit l'hiver encore. Et toi, parti, je jouais avec eux comme avec ton reflet. Eh bien, dit-elle, levant les yeux de son livre et faisant écho à un sourire d'un air rêveur, je jouais avec eux comme avec ton reflet. murmura-t-elle en posant le livre sur la commode. Mrs. Ramsay mourut cet été-là. Une véritable tragédie, dit-on. On dit que personne ne méritait davantage d'être heureuse. Et maintenant, au plus chaud de l'été, le vent lança de nouveau ses espions sur la maison. Des mouches tissèrent une toile aérienne dans les pièces ensoleillées. Des herbes qui avaient poussé pendant la nuit tout près de la vitre cognèrent doucement au carreau, méthodiquement. Lorsque tomba l'obscurité, le faisceau lumineux du phare, qui s'était posé avec tant d'autorité sur le tapis dans l'obscurité, arriva maintenant, dans cette plus suave lumière de clair de lune, en glissant doucement, comme s'il déposait sa caresse, s'attardait furtivement, regardait, puis revenait tendrement. Mais dans l'embellie même de cette tendre caresse, tandis que le long rayon se penchait sur le lit, un autre pli du châle se défit, pendit là, se balança. La maison était abandonnée. La maison était désertée. On l'avait quittée comme un coquillage sur une dune qui allait se remplir de grains de sel sec, maintenant que la ville avait quitté. La longue nuit semblait s'être faite. Les airs inconsistants, avec leur grignotage, les souffles froids et moites, avec leur tâtonnement, semblaient avoir triomphé. La casserole était rouillée, le paillasson s'était délabré. Nonchalamment, sans but, le châle se balançait au gré de ses oscillations. Un chardon s'insinuait dans le carrelage du garde-manger. Les hirondelles nichaient dans le salon, le plancher était jonché de paille, le plâtre tombait par pelletées et des rats charriaient ceci et cela pour le ronger derrière les lambris. Des vannesses aux ailes orangées jaillissaient de leurs chrysalides et passaient leur vie à tambouriner sur la vitre. Alors qu'un semis de coquelicots pointait parmi les dahlias, que la pelouse ondulait de ses longues herbes, qu'un œillet franget fleurissait au milieu des choux, le doux tapotement d'une herbe était devenu par les nuits d'hiver un tambourinage de gros arbres et de ronces épineuses qui, l'été, verdissaient la pièce entière. Il y avait là-haut des affaires qui pourrissaient dans les tiroirs, c'était pitié de les laisser comme ça. Tout se déglinguait là-dedans. Seul le rayon du phare pénétrait les pièces un instant, envoyait son brusque regard sur le lit et le mur dans l'obscurité de l'hiver, regardait avec équanimité le chardon et l'hirondelle, le raton et la javelle. Rien, maintenant, ne s'opposait à eux. Rien ne leur disait non. Que souffle le vent. En bas, parmi les petites embarcations qui flottaient, voiles ferlées pour les unes, les autres s'éloignant lentement par ce calme plat, il y en avait une légèrement à l'écart des autres. On était justement en train de hisser la voile. Lily se convainquit que là, dans ce petit bateau très lointain et complètement silencieux, se trouvait assis M. Ramsay, avec Cam et James. Voilà, ils avaient hissé la voile. Un peu de fouettement, d'hésitation, et voilà que se gonflaient les voiles. Ensevelie dans un profond silence, elle regarda le bateau prendre posément sa route et, dépassant les autres embarcations, se diriger vers le large. On avait viré de bord, et on voguait avec élan, avec entrain, au gré de longues vagues oscillantes qui se passaient l'embarcation de l'une à l'autre, selon une cadence et une allégresse extraordinaires. Sur la gauche, un alignement de rochers donnait à voir leur masse brune sous l'eau qui s'amenuisait et verdissait. Et sur l'un d'eux, plus haut que les autres, une vague se brisait continuellement, faisant jaillir une petite colonne de gouttelettes qui retombaient en gerbes. On entendait le clapotis de l'eau, le crépitement des gouttes dans leur chute,
et une sorte de chuchotement, de chointement provenant des vagues qui roulaient, s'ébattaient, frappaient les rochers comme si elles étaient des créatures sauvages, parfaitement libres, se tournant, se retournant, folâtrant ainsi à jamais. On distinguait à présent 2 hommes sur le phare qui les guettaient et se préparaient à les recevoir. Monsieur Ramsay boutonna sa veste et retroussa son pantalon. Puis il mit son chapeau. Puis il mit son chapeau. Le phare était devenu presque invisible. S'était fondu dans une légère brume bleutée. Il a abordé. Dit-elle à voix haute. C'est fini. L'instant d'après, émergeant, soufflant un peu, le vieux monsieur Carmichael. Il se tint à côté d'elle, l'air d'un vieux dieu païen, hirsute, des herbes folles dans les cheveux. Debout à côté d'elle, à la lisière de la pelouse, ballottant un peu au gré de sa masse, il dit, la main en visière devant les yeux. Ils ont dû aborder. Et elle sentit qu'elle ne s'était pas trompée. Il n'avait pas eu besoin de parler. Ils avaient pensé les mêmes choses et il lui avait répondu sans qu'elle lui rien demandé. Il se tenait là, étendant les mains sur toute la faiblesse et toute la souffrance de l'humanité. Elle imagina qu'avec tolérance, avec compassion, ils contemplaient leur destinée finale. Voici son hommage suprême à l'instant, songea-t-elle, lorsque sa main retomba lentement, comme si elle l'avait vu laisser tomber de sa grande hauteur une couronne de violettes et d'asphodèles qui, animée d'un lent voltigement, venait enfin se poser sur la terre. Prestement, comme si quelque chose là-bas la rappelait, elle se tourna vers sa toile. Il était là, son tableau. Oui, avec tout son vert et ses bleus, son réseau de traits rapides, son ébauche de quelque chose. On l'accrocherait dans les greniers, il serait détruit. Mais quelle importance ? Se demanda-t-elle, reprenant son pinceau. Elle regarda les marches, elles étaient vides. Elle regarda sa toile, elle était floue. Avec une intensité soudaine, comme si l'espace d'une seconde elle l'eût vue nette, elle mena une ligne là, au centre. Tout était fini. Oui, songea-t-elle, reposant son pinceau, au comble de l'épuisement. J'ai eu ma vision.